Madame la ministre, messieurs et mesdames les ambassadeurs, les ambassadrices, chers amis, chers collègues, c'est pour moi un immense honneur et un grand plaisir d'ouvrir ce colloque dans cette salle, la salle Monoric et l'ancienne chapelle du Palais du Luxembourg. Vous avez quelques toiles un peu historiques qui vont nous mettre finalement dans le climat de ce matin. Je suis très heureux d'être avec vous parce que nous avons fait un tour de table avec la ministre et j'ai vraiment le sentiment d'ouvrir un banquet familial où tout le monde se connaît de façon ancienne, se rappelle des souvenirs, des époques où je n'étais pas encore né, mais où déjà la coopération franco-albanaise était extrêmement dynamique, notamment dans le domaine de l'archéologie. Je ne vais pas être trop long, mais ce que j'aimerais vous dire et ce qui nous a motivés ici au Sénat, moi-même en tant que président de ce groupe d'amitié, c'est la volonté de mieux faire connaître l'Albanie et de la faire connaître sous son meilleur jour, c'est-à-dire comme un élément de la civilisation méditerranéenne à laquelle nous appartenons tous et toutes. Mare Nostrum, c'est quelque chose qui compte, qui est fondamental. Et il faut absolument que dans la conscience de mes collègues sénateurs et sénatrices, mais aussi des Français, il faut que l'Albanie soit constitutive de leur identité culturelle, civilisationnelle. C'est vraiment l'objectif de ce colloque. Changer une certaine image totalement inappropriée que peuvent avoir les Français de l'Albanie pour mettre en évidence, au contraire, tout ce qui fait que nous sommes voisins, cousins et frères par rapport à une immunité méditerranéenne commune qui nous rassemble. Donc je suis très heureux, Madame la ministre, que vous ayez trouvé dans votre agenda la possibilité de venir. Notre objectif est, je le répète, de continuer à développer des liens, à nous retrouver plus forts et à faire aussi que dans le renouveau touristique de l'Albanie, qui est extrêmement impressionnant, l'archéologie prenne sa juste part. Une archéologie des monuments, bien sûr, comme nous le voyons avec Apollonia, mais aussi une archéologie de l'environnement, des paysages et des rapports des individus à la terre. Je suis spécialiste de l'Antiquité, archéologue moi-même, et l'Albanie est sans doute le dernier endroit du bassin méditerranéen où on peut encore avoir une certaine appréhension de ce que pouvait être dans l'Antiquité la relation des hommes à leur paysage. C'est un bien extrêmement précieux. Là, vous avez quelque chose qu'il faut absolument valoriser, mieux faire connaître, enrichir, parce que partout ailleurs dans le bassin méditerranéen, malheureusement, ce lien a été rompu de façon plus ou moins forte, de façon plus ou moins dramatique. Donc le tourisme et l'environnement, et je trouve que la façon, Madame la ministre, dont vous avez associé les deux choses montre bien l'ambition de l'Albanie dans ce domaine, préserver à la fois son patrimoine historique et archéologique, mais aussi son patrimoine environnement. Ça vous distingue d'un certain nombre de pratiques touristiques qui sévissent ailleurs dans le bassin parisien. Je vais pas rappeler dans le détail la longue histoire d'amour entre la France et l'Albanie en relation avec le site d'Apollonia et avec l'archéologie, si ce n'est d'évoquer bien évidemment la figure de Léon Rey, qui a débuté la mission en 1924. Il y a peu de missions françaises à l'étranger qui peuvent aujourd'hui s'enorgueillir d'une telle longévité. Je reviens à ma petite personne, mais j'ai travaillé en Syrie, en Jordanie
et au Liban. Les missions françaises que nous connaissons en Syrie n'ont pas cette ancienneté et malheureusement n'ont pas eu cette pérennité. Aujourd'hui, l'action de la France en Syrie est quasiment réduite à néant pour les raisons que vous savez. C'est une perte très lourde pour les Syriens et puis peu pour nous. Je voulais aussi évoquer, à partir de 1992, la très grande figure de Pierre Cabannes, qui nous a quittés en juin 2023 et qui a repris cette mission franco-libanaise en lui donnant le rayonnement que nous connaissons. Nous avions décidé, avec vous, monsieur l'ambassadeur, cher Dritan, de faire de l'archéologie un des vecteurs essentiels du renouveau de notre collaboration. Non pas que notre amitié se soit atténuée dans le temps, mais nous avions estimé important de la relancer par ce biais. Donc, sans tarder, je vais vous passer la parole, Madame la ministre du Tourisme et de l'Environnement. Je le redis, parce que je pense que cette association mériterait de nous inspirer aussi, nous, en France. Et associer les deux choses, ça serait une chose intéressante. Je vous le dis, hein, dans l'ordre des confessions, les relations entre le ministère de la Culture français et le ministère de la Transition écologique en France ne sont pas toujours sous les meilleurs auspices. Et on a du mal à faire comprendre à nos collègues du ministère de la Transition écologique qu'il y a des réalités archéologiques qu'il faut prendre en compte et qu'on n'est pas obligé de mettre partout les mêmes outils pour appréhender l'espace et les monuments. Je remercie bien sûr M. Dritan Tola, avec lequel j'entretiens des relations suivies, très amicales, et puis Pierre Reynaud, voilà, qui est mon compatriote centralien. Nous sommes tous les deux du Massif central, hein, lui de l'Auvergne, moi du Limousin. C'est-à-dire une région où les gens savent ce que c'est qu'habiter la montagne et qu'habiter des lieux pas toujours bien desservis par les transports, pas toujours bien vus par la métropole parisienne. Ça forge des mentalités de paysans montagnards que j'ai retrouvées un petit peu quand je suis allé en Albanie. Il y a une forme d'indépendance d'esprit, une capacité de résistance absolue qui a été pendant longtemps celle des gens du Limousin et de l'Auvergne. Vous nous aviez reçus en 2023, c'était un excellent souvenir et je suis maintenant très heureux de vous accueillir. Donc je vous laisse la parole, Madame la Ministre. Bienvenue à vous encore une fois. Merci beaucoup. C'est vraiment... c'est très touchant d'ailleurs de retrouver surtout des amis, d'anciens ambassadeurs, mais que je voudrais plutôt m'adresser à vous comme des amis. Parce que comme vous avez dit à très juste titre, Monsieur Zola, c'est vraiment comme une table ronde dans une famille. Et c'est un sujet quand même qui me touche au cœur, non seulement comme ministre. Je vais essayer de vous parler plutôt comme une Albanaise, citoyenne du monde, ancienne ministre de la Culture. Et aujourd'hui, à très juste titre, je sais que c'est une spécialité albanaise, mettre tourisme et environnement sous le même toit, ce qui n'est pas du tout typique. Au contraire, à ma connaissance, je ne trouve pas en Europe un autre pays qui ait fait, ou un autre gouvernement, disons que c'est un choix bien politique, qui ait fait ce choix de mettre sous le même toit tourisme et environnement comme un check and balance, comme on dirait en bon français. Justement pour développer le tourisme de façon et l'économie de façon durable et protéger l'environnement. Le soleil brûle sur la route. Un nuage de poussière derrière nous plane sur les oliviers, puis s'étend lentement, tel un voile gris paresseux sur la terre sèche. Ici, deux oiseaux se poursuivent
dans un vol raide. Là, une maison perdue surgit de la blancheur avec son péristyle à colonne carrée. Et soudain, dans le coin d'un espace recouvert de l'ombre d'une magnifique chêne, un petit panneau au seuil d'un chemin. Apollonia. Eh bien, ce sont quelques lignes qui ne sont que l'introduction de l'article que le journaliste et écrivain Pierre Lagarde consacre à la mission archéologique française en Albanie lorsqu'en 1932, il est venu dans mon pays rencontrer celui qui s'appelle encore aujourd'hui le maître des lieux, l'archéologue Léon Rey, qui depuis 8 ans fouillait déjà dans ses anciennes terres illyriennes, qui est l'Albanie d'aujourd'hui. Monsieur le vice-président du Sénat et président du groupe d'amitié France-Albanie, cher Pierre, si je peux me permettre. Bien sûr, bien sûr. Monsieur l'ambassadeur, cher Dritan, monsieur l'ambassadeur, cher Louane, et là, mesdames et messieurs les ambassadeurs de France en Albanie pendant des siècles, cher Pierre Hénon de l'ambassade de France à Tirana, mesdames et messieurs les professeurs, mon cher professeur, chercheurs et participants, je suis très honorée de participer ce matin à ce colloque consacré au 100e anniversaire de la mission archéologique franco-albanaise d'Apollonia en Albanie. Je voudrais tout d'abord remercier particulièrement le président Ouzoulia pour cette initiative qui rend un hommage particulier aux pionniers de cette belle histoire franco-albanaise, à son pionnier Léon Rey, à toutes celles et ceux qui ont poursuivi ensuite sur cette trace son travail pendant 100 ans, et à celles, c'est un bel anniversaire, et à celles et ceux qui continuent à le faire avec tant de passion et de détermination. Monsieur François Quentin, dont je salue la présence à ce colloque, et leurs collègues albanais et français, mais qui sont aussi mes amis. Je vous remercie aussi, cher Président, pour votre contribution au renforcement de l'amitié et de la coopération entre la France et l'Albanie. Et je remercie la France et les autorités françaises qui, après la chute du régime communiste, se sont réinvestis scientifiquement, humainement et financièrement dans la mission d'Apollonia à travers le soutien aux fouilles et aux équipes archéologiques désormais communes albanaises et françaises. Cette mission est depuis cette époque-là un de nos projets phares de la coopération bilatérale dans le domaine de la culture et celui scientifique. Et je suis convaincue qu'il le restera pour longtemps, parce que ça traverse les siècles. On n'y était pas il y a 100 ans, on est aujourd'hui, et d'autres générations vont suivre. Sous contrôle de nos collègues français et albanais, je dirais que l'archéologie française en Albanie, on pourrait parler même d'ailleurs, quand on parle de ce projet de l'archéologie franco-albanaise, est ancienne, avec déjà les observations, les recherches, ensuite les premières fouilles, je dirais même pré-scientifiques et parfois nourries de pur romantisme historique, des voyageurs et consuls français en Albanie et Épire pendant le XIXe siècle, qui nous sert encore aujourd'hui de référence historique, littéraire, mais aussi biographique, pour reconnaître, pour mieux connaître notre pays à une époque où il n'y avait pas de telles études accomplies par des chercheurs albanais du XIXe siècle. Elle a connu ses vrais débuts institutionnels après la Grande Guerre, grâce à la volonté de Justin Godard, ministre, député, sénateur, maire de Lyon. Il faut toujours une volonté politique, mais lorsque cette volonté politique est accompagnée de la passion, comme c'était le cas de Godard, passionné d'histoire et de culture, ceci a été suivi donc par l'extraordinaire aventure de Léon Rey, archéologue et ancien de l'école des Chartes, qui a passé plus de 17 ans de sa vie pour fonder et développer la première vraie scientifique mission en Albanie. 17 ans, c'est énorme dans la vie d'un homme. Ce n'est pas beaucoup dans la vie d'un pays. Mais lorsque les 17 ans de la vie d'un homme marquent l'histoire d'un pays, ça, c'est quand même un exploit. Ce travail s'est poursuivi plus tard par des chercheurs français ou albanais formés en France, ou en Albanie, ou ailleurs,
des chercheurs francophones ou qui le sont devenus grâce à l'archéologie, pour atteindre des sommets avec le travail de l'engagement de l'illustre professeur Pierre Cabane, décédé en 2023 et que j'ai eu l'honneur et le privilège de connaître, à l'époque en tant que ministre de la Culture. Je voudrais saluer aussi le travail que font d'autres personnalités dans le cadre de cette coopération entre l'Albanie et la France dans le domaine de l'archéologie. Quelques-uns sont parmi nous ce matin, Etlevan Albani et Samir Shpouza, qui sont des collaborateurs mais également des amis et que je voudrais féliciter et remercier particulièrement pour leur engagement sans faille. Et pour revenir à la raison qui nous réunit ce matin, Apollonia, c'est ce lieu où, grâce à la précieuse contribution des ancêtres des Français présents, toute une belle famille, dans le public d'aujourd'hui, se trouve aujourd'hui l'un des trésors de la culture méditerranéenne antique, qu'ont le plaisir de visiter chaque année des milliers de Français, les arrière-petits-enfants des premiers pionniers, renforçant davantage le lien entre nos deux peuples. Depuis l'époque où Léon Ray a installé sa tente avec son renard près de la zone d'Apollonia, il y a 100 ans, l'histoire a pris grand soin, malheureusement, de jouer contre nous. L'histoire avec un grand H. Nous plaçons après la Deuxième Guerre mondiale l'Albanie au-delà de ce rideau de fer où s'alignaient les dictatures communistes comme le pays le plus isolé d'Europe, avec la dictature la plus sauvage qu'aucun autre pays soi-disant ex-communiste n'a connu. Mais où les Albanais, physiquement occupés, étaient coupés de ce monde, mais avec la force d'imagination que seules les situations extrêmes peuvent offrir. Nous avons rêvé de la France comme un symbole de culture, seulement de ces quelques livres classiques qui ont réussi à pénétrer dans nos bibliothèques, et de ces gens qui, lorsqu'ils parlaient la langue française, cela semblait comme une belle mélodie à nos oreilles. Mesdames et messieurs, j'en suis une. J'en suis une de ces Albanais, Albanaises et Albanais, qui ont étudié pendant longtemps, par passion, le français et la culture française et la culture francophone, de ces Albanais qui ont aimé la France sans l'avoir jamais visitée et connue de près, sans jamais rencontrer un Français, à une seule exception. Cette exception se trouve ici. Mon ancien professeur, Jean-Paul Champsé, mais c'est le premier Français que j'ai rencontré à la dernière année de mes études à l'université de Tirana. Sans aucun accès à la culture du XXe siècle, parce que ceci était interdit en Albanie, ce qui pourrait nous coûter la vie si on osait y avoir accès. On l'a quand même tenté, cher Jean-Paul, à la fin de la dictature. Mais quand même qui avons ardemment songé à la nourriture spirituelle, culturelle des valeurs européennes, et celles françaises également. Mais je ne pouvais jamais m'imaginer quand même à cette époque qu'un jour, je serais devenue ministre de la Culture, il y a 10 ans pile, et de mon pays, et que je pourrais diriger en quelque sorte des chantiers de restauration dans le parc archéologique d'Apollonia en 2016. Justement, et où je pouvais recevoir au nom de mon pays les équipes franco-albanaises d'archéologie qui travaillaient de concert dans nos sites archéologiques, pas seulement celui d'Apollonia. Eh bien, je suis aujourd'hui ici en tant que ministre du Tourisme et de l'Environnement et je contemple Apollonia entre deux miroirs, entre la mer, des miroirs d'eau, la mer et la rivière, comme un joyau de culture au milieu des paysages naturels qui ont béni l'Albanie. Eh bien, l'Albanie, point de rencontre des cultures, autant que le pont entre l'Est et l'Ouest, entre la Méditerranée et la partie centrale des Balkans, un endroit où, à une courte distance, vous trouverez
des villes classées au patrimoine de l'UNESCO, avec une architecture ottomane comme Gjirokastra, la ville natale de notre grand écrivain Ismail Kadare. Permettez-moi cette manque de modestie dont je suis originaire également. Mais qui a trouvé, Ismail Kadare notamment, qui a trouvé sa deuxième maison ici en France et qui a décrit Gjirokastra comme une ville escarpée, peut-être la plus escarpée au monde. Le monde qui avait brisé toutes les lois de l'architecture, c'était le monde albanais de Gjirokastra. Toutes les lois d'architecture et d'urbanisme, c'est toujours là, un lieu d'accueil. C'était son lieu d'enfance où beaucoup de choses étaient incroyables et beaucoup de choses ressemblaient à des rêves. Ce sont en fait des réalités auxquelles je vous invite de les visiter. Mais l'Albanie, c'est aussi le pays des espaces protégés à la nature fabuleuse. À titre d'information, 22% du pays est aujourd'hui territoire protégé, comme parcs nationaux ou parcs naturels, y compris la dernière rivière sauvage de l'Europe, la rivière d'Ovjosa, qui est aujourd'hui un parc national en Albanie. C'est le pays des châteaux médiévaux et des parcs archéologiques, Butrint y compris comme site du patrimoine mondial, où les époques, les civilisations, les religions, les traces humaines se croisent à la merveille. C'est le pays des costumes traditionnels qui changent de ville en ville, de village en village, à tel point qu'il semble que vous avez voyagé pendant des jours, alors que vous vous n'êtes déplacé, vous n'avez parcouru que quelques kilomètres sur le territoire. C'est le pays des couches d'architecture qui marquent en fait aujourd'hui ce carrefour des civilisations de la préhistoire à la modernité de la capitale, notre Tirana. Aujourd'hui, un laboratoire moderne d'architecture, ville vibrante de jour et de nuit qui nous surprend chaque année et se prépare à devenir la capitale méditerranéenne de la culture et du dialogue l'année prochaine. Je pense que c'est le lieu par excellence où on pourrait se rencontrer pour dialoguer. L'Albanie connaît aujourd'hui un formidable essor dans le domaine du tourisme. Et pas seulement pour la côte sablonneuse de l'Adriatique et les plages rocheuses, pleines de grottes mystérieuses de la mer Ionienne. Non seulement pour les sites de la culture romaine, byzantine et ottomane, mais également pour le nouveau développement d'une architecture moderne récompensée à plusieurs reprises par de prestigieux prix internationaux. Non seulement pour la nourriture, là, retenez le souffle jusqu'à votre prochain voyage en Albanie. Une nourriture qui n'est divisée toujours pas, et je l'espère, ce sera comme ça pour toujours, en nourriture pour touristes et celle pour les Albanais. Non, il n'y a qu'une nourriture. Des plats préparés avec beaucoup de cœur et des produits des terres d'Albanie et cuisinés par les mains de nos douces ménagères, que ce soit dans les villages ou au centre de la capitale. Tout cela ne serait pas complet sans l'hospitalité albanaise, notre meilleure carte de visite, une valeur héritée de génération en génération. La philosophie qui consiste à définir l'Albanie comme une destination unique, c'est les médias étrangers qui le disent, signifie se lier d'amitié avec les habitants de ce pays qui vous invitent immédiatement à faire partie de leur monde. C'est partager avec eux des expériences originales, avoir dans la perspective d'un soleil orange, immergé dans les mers ioniennes et adriatiques, sur 450 km linéaires de côtes qui fascinent par leur relief et leurs grottes au sud et avec de longues plages de sable qui accueillent des milliers de vacanciers ou ouvrent les scènes de festivals d'été. C'est pourquoi, en fait, notre slogan d'aujourd'hui, pour dire en un seul mot ou en 2-3 mots ce que c'est l'Albanie qui vous invite, c'est, je vais le dire en anglais tout d'abord, puisque bon, lingua franca oblige, malgré si ça me fait mal que le français ne garde pas toujours la position qu'elle avait quand moi j'étais étudiante comme la première langue étrangère, mais elle reste quand même toujours la deuxième langue étrangère, et je vous invite aussi à nous aider à ce que
qu'on ne perde pas du terrain, mais de toute façon, le slogan en anglais dit « Albania, all senses », l'Albanie de tous les sens. C'est comme une invitation à profiter de l'Albanie dans toutes ses saveurs. Ces saveurs ont été d'ailleurs également constatées par des amis français récemment, les directeurs, les PDG des agences et des entreprises du voyage, Fédération française des agences de voyage, qui ont tenu pour la première fois un congrès en Albanie il y a un mois à peine, en octobre dernier. Et en fait, l'Albanie est en train de devenir vraiment une destination touristique, non seulement parce que, selon l'Organisation mondiale du tourisme, depuis 2 ans, elle est classée au premier rang pour la croissance des visites internationaux, mais parce que les Français aussi en profitent chaque année de plus en plus en le proposant à leurs amis de les suivre. Sur les 10 premiers mois de cette année, plus de 200 000 Français ont visité l'Albanie, soit 75% de plus que l'année précédente pour la même période. Pour terminer, j'espère, je pense, je suis convaincue même, vous avoir donné un tout petit peu envie de nous rendre visite ou d'en parler, d'inviter des amis, vos amis qui n'ont pas encore été en Albanie. De mettre à la plus belle épreuve vos expériences et notre hospitalité inégale au pays des aigles et de tous les sens. Je rentre ce soir à Tirana et je vous attends là. Merci beaucoup et je remercie encore une fois tous ceux qui ont contribué par leur double présence albanaise et française à nos relations qui ont été, sont et le seront. À commencer par les ambassadeurs, par notre ambassadeur à l'UNESCO, Bessiana, mon ami Louane, mon cher ami Dritan, et les ambassadeurs de France en Albanie, à commencer par M. Jacques Faure, qui a connu l'Albanie à un moment pas facile. Il est facile de parler aujourd'hui de l'Albanie, n'est-ce pas, Christina? Mais pas à l'époque où Jacques Faure contribuait à ce que la France soit à nos côtés. Merci beaucoup, cher Pierre. Merci. Merci. Merci pour votre attention. Madame la ministre, merci beaucoup pour tous ces mots d'une très grande sincérité, d'une très grande amitié. C'est ce qui fait aussi l'originalité de notre relation. Elle est vraie, elle est fausse, elle ne ment pas. Je vais passer la parole maintenant à M. Dritan Tola, cher Dritan, ambassadeur d'Albanie en France. Je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cher Pierre, Madame la Ministre, chère Mirella, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et ex-ambassadeurs, chers participants, dans les us et coutumes de la fonction publique, notamment dans ceux davantage codés, feutrés de la diplomatie à l'ancienne, mes collègues ambassadeurs en savent quelque chose, on évite de s'exprimer lorsqu'une plus haute autorité directe, de surcroît un membre du gouvernement, a parlé avant vous. S'y ajoute une haute autorité du pays hôte, notamment vice-président de la Chambre haute du Parlement français. Un proverbe danois dit « Ne mangez pas de cerises avec les grands, ils vous jetteront les noyaux au nez ». Naturellement, je plaisante. Mais le petit mandarin serviteur de la République que je suis ne devrait donc pas parler après sa ministre, d'autant plus que Mirella Kumbaro est une personnalité réputée et bien connue en Albanie, aussi bien pour sa remarquable action politique, universitaire, civique et sa vaste culture, que pour ses grandes qualités de francophone et de francophile, comme nous avons pu le constater il y a une minute. Je voudrais donc remercier sincèrement Madame la Ministre pour avoir fait le déplacement de Tirana, spécialement pour ce colloque, mais aussi pour l'énorme défi qu'elle relève avec tant de courage et de succès dans ses fonctions d'aujourd'hui, car la tâche n'est vraiment pas aisée pour vous, Madame la Ministre, cela a été dit aussi par le Président Ouzoulia, entre d'un côté développer et promouvoir un tourisme responsable et durable, et de l'autre côté préserver l'environnement et assurer la transition écologique. Je voudrais aussi me joindre à la reconnaissance que la ministre a déjà exprimée à l'adresse du Président Ouzoulia, qui à la tête du groupe d'amitié France-Albanie au Sénat est devenu le pilier de notre coopération interparlementaire, et bien au-delà, cher Pierre, car vous contribuez par bien d'autres initiatives ou actions au développement de notre relation bilatérale et de notre amitié
dans cette belle initiative pour célébrer par ce colloque le centenaire de la mission archéologique franco-albanaise d'Apollonie dans cette prestigieuse salle René Monory du Sénat. L'une des preuves est, cher Pierre, que pour cette seule dernière année, c'est la deuxième fois que nous nous réunissons autour de notre relation bilatérale scientifique. La fois précédente était en juin dernier au Collège de France autour de la conférence Journée de la recherche archéologique en Albanie, organisée par nos amis et, encore une fois, vos complices, cher Pierre, Etlevan Albani, François Contin et Saimir Shpuza, avec votre soutien et en votre présence. Madame la ministre, nous devons dire que la présence du président Ouzoulia dans les activités autour de l'histoire et de l'archéologie nous fait grand honneur, évidemment, mais en même temps, elle nous complexe, parce que Pierre Ouzoulia est lui-même un remarquable archéologue et historien. Merci. Madame Kumbaro l'a déjà dit, la valorisation du patrimoine et de l'archéologie constitue un axe de coopération très important entre l'Albanie et la France, qui met également en valeur une véritable francophonie scientifique, vous l'avez dit Madame la Ministre, renforcée des voisinages féconds avec les écoles françaises de Rome et d'Athènes. Il nous sera permis aussi, dans ce contexte, de remercier à nouveau les collègues du Quai d'Orsay pour leur soutien indéfectible. Et croyez-moi, cher Président, ce n'est pas par fausse solidarité corporatiste que j'émets ces remerciements. Je salue donc la présence de l'ambassadeur René excusez-moi, cher ambassadeur Trocaz, mais aussi de Geoffroy Savé, rédacteur Albanie au ministère, et de Pierre Reynaud, hyperactif et hyper productif, conseiller à la coopération culturelle à l'ambassade de France à Tirana, ainsi que de saluer à distance notre chère amie et complice, l'ambassadrice de France à Tirana, Catherine Suard. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président et Madame la Ministre, ce colloque est aussi l'occasion de rendre hommage aux deux personnalités dont les noms sont intimement liés à la Polonie, le fondateur de la mission archéologique, Léon Rey, et son lointain mais tout aussi remarquable successeur dans cette grande aventure, Pierre Cabannes, dont les collègues, vous l'avez mentionné, mais dont les collègues auront certainement l'occasion de parler plus en détail. Nous nous réjouissons donc que le souhait ultime du professeur Cabannes d'offrir sa richissime bibliothèque professionnelle à la Bibliothèque nationale de l'Albanie, dont une salle porte désormais le nom du professeur Cabannes, a été réalisé. Pardonnez-nous l'immodestie de vanter le soutien que ma modeste ambassade d'Albanie à Paris y a donné, en contribuant au transfert de sa bibliothèque, de sa maison familiale de Clermont-Ferrand à Tirana. Voilà pour mon devoir de docile mandarin ambassadeur, et je vous demande pardon car je n'ai pas pu me débarrasser de cette fâcheuse habitude qui est la mienne de trop parler pour ne rien dire. Merci, Monsieur le Président, merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur l'ambassadeur. C'est extrêmement sympathique de rappeler mes travaux d'historien. Je le dis pour nous autres, moi je suis un spécialiste de l'Antiquité tardive et de la chute de l'Empire romain, ce qui fait que la situation française actuelle me trouve finalement dans une forme de normalité. Oui. Et j'avoue avoir quelques capacités à comprendre comment les systèmes se défont en attendant qu'ils se fassent. Voilà. C'était la parenthèse pour vous expliquer dans quel contexte politique vous arrivez, Madame la Ministre, mais bon, l'Albanie a connu des choses bien pires que nos petites péripéties parlementaristes. Je vais maintenant passer la parole à Pierre Reynaud, qui est conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France en Albanie, avec lequel nous avons beaucoup travaillé sur ce colloque et avec lequel j'entretiens des relations très fortes pour continuer à développer l'action de la France en Albanie. Vous avez la parole, monsieur. Madame la Ministre, Monsieur le Président du groupe d'amitié France-Albanie, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers collègues du département. Alors, si Monsieur l'ambassadeur, vous posez la question de la légitimité à prendre la parole après des autorités, imaginez la mienne d'interrogation. Simplement, je voulais tout d'abord remercier Monsieur le sénateur Ouzoulias, Monsieur le vice-président, de cette initiative que pour des raisons diverses et variées, nous avons décalé et on fêtera un centenaire plus un an au printemps 2025 sur site avec l'équipe archéologique, mais François, un autre Auvergnat, en parlera après moi. Vous présentez les excuses de Madame l'ambassadrice Catherine Suard, retenue à Tirana.
Depuis la visite bilatérale de Monsieur le Président de la République il y a un petit peu plus d'un an, le rythme s'est un peu accéléré sur un certain nombre de sujets, notamment les sujets d'innovation. Et comme je l'avais rappelé lors de l'inauguration de l'exposition sur le fonds Pierre Cabane à Tirana, l'archéologie constitue un peu le disque dur de l'innovation. C'est ce socle-là d'une histoire à mèche lente qui contredit la précipitation technologique permanente dans laquelle nous sommes obligatoirement lancée et dans laquelle la France souhaite jouer un rôle important à Tirana, que ce soit par l'implantation de nouveaux systèmes de gestion liés à l'intelligence artificielle et aux données ouvertes, que ce soit par l'atterrissage à Tirana d'un campus de l'Université technologique de Compiègne, l'arrivée prochaine de l'école 42. Enfin, on est à la fois dans un foisonnement d'idées nouvelles pour accompagner ce pays qui va très vite. Je dis souvent que la maladie de l'Albanie, c'est l'impatience, mais alors c'est une impatience liée à une efficacité redoutable. L'atterrissage 18 mois plus tard et l'ouverture d'un campus du Collège d'Europe à Tirana dit à la fois de l'efficacité du gouvernement albanais à donner corps à ces initiatives et aussi à cette volonté de rejoindre l'Union européenne avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie, beaucoup de méthode. Et en tant que serviteur du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, mon travail consiste à fournir des outils à travers les programmes, et je remercie mes collègues de l'administration centrale à Paris qui nous suivent, qui nous éclairent et qui permettent à cette coopération à Tirana de prendre racine à Paris. Donc, effectivement, l'archéologie, une histoire longue et fructueuse entre la France et l'Albanie, le socle de la francophonie scientifique, le socle de la francophonie, tout court, je crois, et une histoire bien plus ancienne. En 1667, Jean Racine situe Andromaque à Boutrinte, et on l'avait oublié. Quand j'ai été nommé en Albanie, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, à ces alexandrins qui parlaient d'Épire et de Pyrrhus, et nous en avions d'ailleurs parlé avec monsieur l'ambassadeur. Donc une passerelle extrêmement forte, une Albanie située entre deux grandes écoles françaises de Rome et d'Athènes qui fournissent à la fois évidemment des chercheurs, de la ressource, et qui veillent, si j'ose dire, à ce que soit, avec les autorités albanaises, soit préservé donc ce patrimoine à nul autre pareil. Donc aujourd'hui, nous nous projetons avec l'arrivée de François Quentin à la direction côté français de la mission archéologique. Nous nous présentons dans une continuité par rapport au regretté Pierre Cabane. Nous allons faire le lien entre l'innovation et cette recherche, à travailler sur la modélisation du patrimoine albanais en ce qu'on appelle aujourd'hui la réalité virtuelle. Nous avons ouvert le plus petit institut français, comme le signalait monsieur l'envoyé spécial pour les Balkans, le seul institut situé en haut d'une pyramide, ce qui quand même nous singularise. Donc ce lieu dédié à l'innovation digitale devra aussi être le lieu de production, de recherche et de partage de ce patrimoine albanais, à la fois pour la jeunesse albanaise, bien évidemment, mais aussi pour les nombreux touristes qui, désormais, gravissent ce totem de l'architecture contemporaine, parce qu'il est devenu contemporaine albanaise, et de façon à faire mieux connaître cette identité plurielle de l'Albanie qui se retrouve encore aujourd'hui, mais que vous pouvez tracer en regardant les mosaïques de Bulis, d'Apollonia. Donc nous sommes évidemment à votre service, à votre écoute, pour pouvoir fournir des réponses avec les outils dont nous disposons, les quelques moyens que nous mettons à disposition, et pour la préservation de ce pont entre deux pays, entre deux cultures. Je vous remercie encore, monsieur le sénateur, cher Pierre, d'avoir organisé cet événement. Merci beaucoup. Merci à vous.
Nous allons passer à d'autres présentations, en commençant par celle de M. Rama. Monsieur l'ambassadeur, je vous présente en quelques mots, des mots trop courts et trop pauvres, compte tenu de l'ampleur des travaux que vous avez réalisés et de votre capacité à mêler à la fois un travail d'écrivain, de cinéaste, de journaliste, d'enseignant et de diplomate, parce que je dois rappeler que vous avez été, entre 1997 et 2001, l'ambassadeur d'Albanie en France et représentant du président de la République albanaise auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous avez aussi publié en 2012 un livre sur Léon Rey, Léon Rey à la découverte d'Apollonie, qui est un livre qui retrace l'histoire de la première mission franco-albanaise d'Apollonia à travers le prisme de la vie d'un homme. Et je vous cède la parole pour nous en parler plus avant. Vous avez la parole, monsieur l'ambassadeur. Merci, madame la ministre, monsieur le sénateur, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs les ambassadeurs. Donc, pour moi, je vais parler un peu de mon travail et de mes connaissances vis-à-vis de Léon Rey. Heureusement, aujourd'hui, il y a le fils de Léon Rey, Jean-Gabriel, avec qui j'ai une amitié profonde parce qu'on a travaillé ensemble. Donc, voilà. Il est vrai, donc, il y a un héritage énorme de Léon Rey. C'est le premier qui a organisé les fouilles en Albanie. Donc, moi, je suis encore un passionné d'archéologie, mais je ne suis pas expert, donc je ne suis pas un spécialiste. Mais l'héritage de Léon Rey, c'est un héritage scientifique. C'est aussi un héritage humain. J'avais visité Apollonie quand j'avais 17 ans. J'étais lycéen, donc on faisait du travail volontaire à Fieri. Donc j'allais toujours à Apollonie, donc pour moi c'était un site extraordinaire. Mais 88, donc j'ai écrit un scénario pour un film qui a été réalisé à Apollonia. Et donc, c'était un film sur la Première Guerre mondiale parce que, en fait, les armées autrichiennes et italiennes, c'était exactement face en face à Apollonia. Et donc, Apollonia, c'était occupé par les Autrichiens. Et il y avait l'histoire de 3 villageois qui ont été fusillés par les Autrichiens parce qu'ils ont protégé les vestiges d'Apollonia. Donc c'est ça qui m'a approché avec Apollonia. Et plus tard, quand je suis venu diplomate ici à Paris, en 1991, j'ai rencontré d'abord la fille de Léon Rey, Géraldine, avec qui j'avais des rapports très amicaux. Et donc, on a organisé la visite de Géraldine et elle voulait absolument amener un bus de Léon Rey à Apollonia. Plus tard, j'ai connu Jean-Gabriel Rey, donc c'était pour moi très intéressant, très émouvant, parce que c'est là que j'ai connu le parcours de Léon Rey. J'ai commencé à écrire des articles. Et après, un jour, je me suis dit, voilà, il faut que je me lance pour écrire un livre. Donc, je l'ai écrit, ce livre, et je pense toujours qu'il reste toujours des choses nouvelles à aborder, à écrire et à ajouter à l'histoire de cet homme qui est vraiment, il a laissé un héritage extraordinaire. Il y a une citation de Pierre Cabane, que je l'ai connu en 92. Donc, il venait prendre le visa à l'ambassade pour aller en Albanie pour commencer la mission, la deuxième mission
franco-albanaise de fouilles à Apollonia. Il était vraiment joyeux, je me rappelle toujours de cette rencontre. Nous avons organisé aussi l'année dernière une hommage pour Pierre Cabane à la Maison d'Albanie. Donc il était tellement très content. Et voilà donc pour revenir à la citation de Pierre Cabane, il disait que donc l'Henri, il doit demeurer pour les nouvelles générations un modèle de rigueur intellectuelle, de qualité scientifique, d'honnêteté et d'humanité. Donc après écrit le livre de Léon Rey, avec Jean-Gabriel, un jour, on était chez lui et il m'a montré, par hasard, il m'a montré un manuscrit, un vieux manuscrit qui était dans les tiroirs. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'était un manuscrit en anglais qu'il avait écrit, ses souvenirs, à Apollonia. Je me suis dit, c'est très intéressant. Donc, voilà, par hasard, s'est trouvé ce manuscrit. Il a traduit en français, moi je l'ai traduit en albanais. Le livre, il a été publié en Albanie. Il est publié en France avec le titre « Les dieux avaient raison ». Donc, c'était vraiment l'histoire de la vie de Léon Rey en Albanie, parce que c'était quelqu'un très humain, très aimé par la population, par les gens. Donc, c'était un grand conférencier. C'était un ambassadeur, quand même, de l'Albanie en France. C'était quelqu'un qui a organisé, même du point de vue touristique, il a organisé des circuits de croisières, donc des touristes français qui venaient à Apollonia, qui s'arrêtaient quelques jours et après repartaient. Donc, il pensait toujours à ça. Et ce livre, les dieux avaient raison, ça a donné après l'idée à Frédéric Mitterrand de réaliser un film, hein, comme on va le voir après. Donc, Pierre Cabane, c'était une personnalité extraordinaire qui a continué l'aventure, la belle aventure d'archéologie en Albanie. Donc, c'était un personnage de rigueur intellectuelle très fort et très aimé par les Albanais, comme a été Léon Rey pendant son séjour en Albanie, donc, qui a duré 17 ans, comme l'a dit la ministre, et que moi je me rappelle toujours des trouvailles, des écrits de Justin Godard qui parlent beaucoup sur Léon Rey, parce que c'était lui qui a proposé. Léon Rey, avant, il a travaillé en Macédoine, des fouilles en Macédoine pendant la Première Guerre mondiale. Et c'était le premier qui a organisé des photographies aériennes sur le site macédonien. Et soi-disant, donc, pour revenir à cette figure, donc, c'était le protocole qui a été signé en Albanie. C'était Justin Godard, c'était vraiment un personnage extraordinaire, diplomate. Il était à l'époque sous-secrétaire, il était d'État, il était parlementaire, il était quelqu'un qui aimait beaucoup l'archéologie parce que c'était de nature très curieuse. Et que voilà, il est arrivé à signer cette convention de fouilles archéologiques en Albanie. Donc, on peut... Je voulais ajouter quelque chose. Donc, pour revenir à l'héritage de Léon Rey, je pense qu'il faut continuer dans cette direction. Je pense qu'il
Et lui, Léon Rey, c'était aussi un photographe. Il a une photothèque extraordinaire qu'avec Jean-Gabriel Rey, nous on l'a envoyé en Albanie, aux archives nationales, et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je pense premièrement qu'on peut faire éditer un album de photos qui va donner un peu une image assez intéressante des fouilles à cette époque. Deuxièmement, on peut préparer la réédition du guide de l'Albanie, de Léon Rey. Il a publié ce guide en 1931, c'était pour des effets touristiques. Mais voilà, il y a 2 ans, l'ambassadrice Christina Vassac qui est là, elle avait l'idée de la rééditer. Et on peut rééditer avec des réflexions des archéologues d'aujourd'hui. Donc ça pourrait être vraiment une édition assez intéressante. Aussi, je pense que j'ai cette idée de préparer l'édition d'un livre, Les amoureux d'Apollonie d'Illyrie. Donc, on peut, parce qu'il y a beaucoup de textes anciens, donc d'historiens anciens, mais aussi pendant le 19e siècle, mais aujourd'hui aussi. Et donc, on peut rassembler tous ces textes et pour préparer un livre, comme on le voit ici en France, il y a une série de livres, Les amoureux d'eux. Et donc, on peut travailler et publier un livre, Les amoureux d'Apollonie d'Illyrie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Rama. Vous avez évoqué une dimension qui est absolument fondamentale et qui fait que nous sommes ici autour de cette table. C'est la dimension très humaniste du personnage qui est aussi la vôtre. Et je pense que c'est vraiment un élément fondamental de la culture quand elle permet de rassembler les individus au-delà des vicissitudes politiques et au-delà des confrontations religieuses. Le président de la République française, M. Macron, sera demain et après-demain en Arabie saoudite, où il visitera le site d'Aloula. Egra en grec, Aloula, on est encore dans l'Empire romain. On n'est pas très loin de Médine, mais on est encore dans l'Empire romain. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très utile de se rappeler que du fin fond de l'Écosse actuelle jusque dans la partie ouest de l'Arabie saoudite, on était dans un univers qui échangeait la même langue, la même culture, le même droit. Et je pense que c'est important de montrer qu'au-delà de l'état du monde actuel, notamment dans le Proche-Orient, on a pu se retrouver dans une même vision humaniste des choses. Nous allons passer maintenant à la présentation de Vincent Guichard et de Soline Archambault. Vincent Guichard est archéologue, il est le directeur du site de Bibracte. Bibracte, ça se trouve dans le Morvan, dans le centre de la France. Là aussi, c'est un peu la montagne, c'est la forêt, c'est le mont Beuvray. Donc là, on retrouve un autre Mitterrand, François Mitterrand, l'ancien président de la République française, qui avait une dévotion, je peux parler comme ça, Monsieur Guichard, une dévotion particulière pour le mont Beuvray, qui a été une capitale d'un royaume celte très important, une première, finalement, un premier essai d'une forme d'un État sur le territoire de ce qu'est aujourd'hui l'Hexagone. Alors c'est à cheval sur 3 départements, la Nièvre, la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire. Et Vincent Guichard, avec sa collègue Soline Archambault, ont essayé justement de faire ce lien très fort entre l'histoire d'un site, alors une histoire très connue en France, un musée archéologique d'une très grande beauté architecturale et puis par les œuvres qui sont représentées, un travail sur l'environnement et une relation avec les hommes qui vivent aujourd'hui. En essayant de montrer, et ils ont réussi à le faire, que l'appréhension du passé par les archéologues et les historiens
peuvent apporter des choses sur la façon dont les individus peuvent s'approprier le paysage aujourd'hui. Je ne vais pas être plus long parce que je suis en train de faire sa communication. Donc je leur cède la place à tous les deux en rappelant que Soline Archambault est directrice du réseau des grands sites de France, c'est-à-dire l'organisme en France qui est justement chargé de mettre en musique cette relation difficile qui est à faire entre les territoires, leur environnement et leurs environnements. Je vous laisse la parole à tous les deux dans le sens que vous voulez. Donc on va se passer la parole. Le micro est branché. Donc merci infiniment Pierre de nous avoir donné l'occasion de parler dans ce colloque. Il se trouve que j'ai eu la chance de passer à Polonia plusieurs fois, 3 fois je crois. Donc voilà, assez régulièrement en Albanie depuis une douzaine d'années. Et on a décidé de faire cet exposé à 2 voix, parce qu'évidemment on va parler d'archéologie. Je suis archéologue moi-même. Donc ma collègue Soline dirige un réseau national qui considère le patrimoine par l'entrée du paysage. Et on est absolument convaincu que dans le cas d'Apollonia, c'est vraiment une entrée extrêmement productive. Donc c'est ce qu'on va essayer de vous, ce dont on va essayer de vous convaincre, Madame la Ministre, si tant est qu'il faille le faire. Donc la suivante, s'il vous plaît. Donc bon, voilà, donc Pierre a très bien expliqué ce qu'était Bibracte, donc j'en dis pas plus. Par contre, je laisse Soline vous dire un petit peu plus ce qu'est le réseau des grands sites de France et vous expliquer ce qu'est la démarche Grands Sites de France, qui est une démarche du ministère de l'Environnement. Bonjour à tous. Moi, je suis la directrice d'une association qui fédère aujourd'hui 22 territoires qui ont obtenu le label Grand Site de France, qui est attribué par le ministre en charge de l'environnement, et une trentaine de territoires qui sont en voie de labellisation. C'est donc un réseau d'élus locaux et de techniciens qui travaillent chacun de leur côté, mais qui pour autant partagent des problématiques. Et notre réseau a vocation à les accompagner dans l'échange d'expériences, mais aussi à porter la voix de ces gestionnaires de terrain au niveau national pour faire reconnaître à la fois cette politique, leurs compétences, mais aussi une forme d'innovation, pas du tout technologique pour le coup, mais dans la manière de concevoir le patrimoine. Suivante. Donc les grands sites de France, ce sont des paysages de vastes portions de territoire qui sont emblématiques au titre national, qui sont protégés par la loi de 1930, qui est une loi française régalienne très forte, mais qui pour autant sont vulnérables du fait d'un certain nombre de pressions issus évidemment de leur notoriété et donc d'une forte attractivité touristique. Ce sont plus de 40 millions de visiteurs qui sont accueillis annuellement sur cette cinquantaine de sites. C'est également une pression résidentielle liée évidemment à l'urbanisme. C'est également une déprise agricole qui est très présente en France depuis l'après-guerre, et particulièrement dans ces territoires éminemment ruraux. On parle de paysages agricoles, beaucoup, mais également d'espaces naturels. Et puis aujourd'hui, de plus en plus, c'est la pression du changement climatique qui vient impacter l'ensemble des sites du réseau. Alors, nous travaillons à l'international à travers le pôle international francophone des sites patrimoniaux, qui est porté par le réseau des grands sites de France dans le cadre d'un très large partenariat, et qui est un dispositif de coopération internationale qui a vocation à faciliter les contacts entre des gestionnaires de sites, de la même manière que nous le faisons au niveau national entre nos membres, cette fois-ci au niveau international entre des gestionnaires de sites patrimoniaux, qu'ils soient culturels, naturels ou paysagers, pour faciliter l'apprentissage, partager des expériences, partager une méthode, partager des difficultés, partager aussi un métier qui est celui de gestionnaire de site et fournir des ressources. À travers ce pôle, nous organisons notamment des ateliers, dont l'un a pu avoir lieu dans la vallée du Drin en Albanie l'année dernière, à l'initiative de la mission archéologique franco-albanaise à Comani et de M. Reynaud, donc l'ambassade de France.
La démarche Grand Site de France vise à trouver un équilibre toujours délicat et en permanence à réinventer entre le site qu'il convient de protéger, les habitants, qui sont les premiers à avoir constitué cette qualité paysagère, notamment à travers le travail agricole, et qui sont aussi les premiers à protéger et être acteurs de la protection du site, qui pour autant peuvent s'en trouver dépossédés par la pression touristique ou par une économie touristique galopante, envahissante, et puis les visiteurs qui sont à la recherche d'un accueil immersif, d'une expérience véritable et d'une rencontre avec des lieux dont ils ont entendu parler et dont ils attendent quelque chose de particulier et quelque chose de sensible. Nos objectifs, c'est de trouver des outils de protection et de conservation avec cette attention particulière à l'esprit des lieux et à la biodiversité, esprit des lieux que Madame la Ministre a très bien su évoquer à Apollonia di Liri. C'est évidemment de gérer les flux touristiques au mieux du respect de la vie locale et du site, et c'est de faire participer le site au bien-être des habitants, et ce à travers une gestion participative et intégrée qui est fondée sur la démarche paysagère. Cette politique française, elle a l'originalité d'être co-construite entre l'État et les collectivités, d'être transversale, d'être partagée et d'être un dispositif d'expérimentation permanente mais reconnu comme tel par l'État. Suivante. Et la démarche paysagère, c'est le fil rouge, c'est vraiment le fil directeur qui mène l'action et qui fait le lien entre tous nos membres. C'est un processus qui est un processus collectif, c'est-à-dire que le paysage est un bien commun et la vie de chacun doit être prise en compte. Et j'ai bien évoqué cette idée que la valeur paysagère est une valeur co-construite à la fois entre des experts, mais aussi des habitants, des artistes et ceux qui fréquentent les lieux. Cette spécificité territoriale, c'est le point de départ de la démarche de protection. Et c'est elle qui est capable de transformer finalement la manière dont nous pouvons appréhender le territoire pour nous permettre de manière collective et au-delà des contradictions évidentes et apparentes qu'il peut y avoir entre le développement touristique, l'économie, la protection, la culture ou l'environnement, nous permettre tous ensemble d'imaginer des projets qui sont complexes et par l'attachement au lieu de transcender justement les conflits pour nous projeter dans un projet de territoire et alimenter une capacité à développer un projet de développement durable. Suivant, donc voilà, donc étude de cas avec 1980 peut être éventuellement inspirant pour Apollonia. Alors le point commun avec Apollonia, c'est certes c'est un site archéologique. C'est aussi un site fortifié d'à peu près la même échelle qu'Apollonia, donc une histoire qui est moins longue et moins prestigieuse qu'Apollonia néanmoins, et aussi la problématique, il y a d'une zone de montagne ou avec notamment des problèmes de déprise agricole. Suivante, s'il vous plaît. Alors, on a eu la chance à Bibrac de pouvoir expérimenter des choses assez singulières à cause justement de l'initiative présidentielle dans les années 80 qui fait qu'on a pu développer quelque chose qui était un peu hors norme en matière de mise en valeur d'un site patrimonial, avec le fait d'avoir mis en place un dispositif de droit public, un établissement public, qui gère à la fois le site patrimonial, archéologique et sa valeur patrimoniale, un centre de recherche et un musée. Donc c'est les ingrédients que vous avez à Apollonia, bien évidemment, et ça c'est tout à fait intéressant pour moi, et je veux dire, c'est vraiment une des choses qui m'a interpellé en arrivant la première fois que j'ai pu visiter le site. Suivante. Alors, on a un musée de site à Bibrac, donc un peu version XL de musée de site, mais à Apollonia, la matière est encore plus importante. C'est-à-dire vous êtes un site qui s'inscrit dans la grande histoire de l'Europe pendant plusieurs millénaires, et on peut se donner l'ambition, je dirais, de traiter de problèmes généraux sur une étude de cas à Apollonia de façon tout à fait remarquable, c'est-à-dire de dépasser l'ambition du musée de site, mais d'en faire vraiment une vitrine, une réflexion sur la construction européenne sur la longue durée. C'est ce qu'on essaye de faire de façon, dans le cadre de la première urbanisation de l'Europe tempérée à Bibrac. Suivante. Même chose, il y a des vestiges, des bâtiments à raser, toujours difficiles à faire percevoir par le public, mais on a la chance à Apollonia d'avoir des chantiers
en permanence depuis maintenant un siècle pratiquement, et c'est une occasion inespérée de faire comprendre aux visiteurs ce qu'est la démarche archéologique. Donc en faire comme une visite d'un lieu qui est vivant, parce que toutes les années, il y a des archéologues qui sont présents, donc on peut mettre en scène le travail des archéologues, et c'est aussi un site qui est en mouvement, avec toujours des choses nouvelles à voir chaque année, parce que le travail des archéologues progresse, et ça c'est une force d'avoir toujours une mission archéologique sur place. Suivante. Et puis surtout, c'est un paysage. Et ça, dans votre cas, c'est un paysage pyranésien, je dirais, de ces campagnes intemporelles, qui nous surprennent quand on vient de France. Il y a des endroits qui sont complètement, qui n'ont pas connu la révolution industrielle de l'agriculture. Donc c'est la même chose chez nous, en fait, mais il a fallu qu'on s'en rende compte. On n'a pas compris dès le départ quelle ressource était l'approche paysagère pour ce site. Ici, on voit très bien le tracé des remparts qui est encore marqué dans la végétation. Suivante. Donc du coup, je dirais de proche en proche et à tâtons, on s'est aperçu que l'entrée paysagère était essentielle, et on a vraiment pensé la mise en valeur de ce site, je dirais, comme un grand parc paysager, avec certains aspects de vocabulaire, je dirais, de paysager qui relèvent du parc paysager à l'anglaise, par exemple, et en mobilisant non seulement des architectes du patrimoine pour la mise en valeur de vestiges, mais avant tout un paysagiste, pour penser globalement le site, et pas seulement montrer quelques vestiges dispersés, mais donner à voir l'ampleur du site qui fait pratiquement 2 km de diamètre, et ça, il faut avoir une vision globale. Suivante. Et donc un aspect très important, et ça, pour Bibracte, je finirai sur cette image-là avant de revenir à Apollonia, c'est le fait qu'à un moment donné, il y a une vingtaine d'années, on a éprouvé le besoin de mettre en place un projet à long terme, d'imaginer comment ce paysage allait évoluer, parce qu'un paysage ne peut pas être figé, il n'est que le reflet, je dirais, du contexte socio-économique qui le construit. Et en l'occurrence, aujourd'hui, la priorité à Bibracte, c'est l'accueil des archéologues et des visiteurs, donc un paysage à vocation touristique. Dans le XXe siècle, c'était un paysage essentiellement sylvicole. Au XIXe siècle, c'était un paysage essentiellement agricole. Donc il faut assumer cette évolution et essayer non pas de la subir, mais de la diriger. Donc un travail qu'on a développé sur 3 ans avec un architecte paysagiste, en mettant autour de la table l'ensemble des tutelles concernées par le site et des acteurs de la gestion du site. On est protégé à la fois comme monument historique et comme site classé. Et on a vraiment construit une vision partagée pour l'avenir qui a permis de créer de la cohésion au sein des acteurs de la gestion du site. Et c'est extrêmement facilitateur aujourd'hui, dès lors qu'on a des projets d'aménagement en termes sylvicoles ou en termes de fouilles, par exemple. On sait qu'on a un cap qui est partagé, ce qui est extrêmement profitable. Suivante. Et du coup, cette approche paysagère, on l'a développée dans le cadre de cette démarche Grand Site de France sur un territoire élargi. Et maintenant, pour prendre en compte l'écrin paysager du site au sens large, donc un territoire de projet qui fait 5 fois la surface de Paris, infiniment moins peuplé, moins de 4000 habitants, et sur lequel on essaye, avec les élus et les acteurs locaux, d'avoir un projet vertueux, donc qui prend en charge un certain nombre de problématiques du territoire, alors qui sont spécifiques à notre secteur, mais un qui est le même que le vôtre, qui est celui de la déprise agricole, qui est extrêmement important dans ces régions de montagne. Et j'ai encore pu le voir en 2023 dans la vallée du Drin, c'est extrêmement, extrêmement préoccupant, ces paysages ruraux qui sont en train de se déliquescer, littéralement. Et puis également de contrôler le développement du tourisme. On a besoin du tourisme, mais il ne faut pas se faire déborder. Suivante. Alors, si je reviens à Apollonia, donc, Soline n'a pas eu la chance de visiter Apollonia, mais elle a regardé les images. Le site est idéal pour développer une démarche paysagère qui peut être une démarche expérimentale qui, je l'espère, pourrait aussi être inspirante pour d'autres sites du territoire albanais et des Balkans en général. Suivante. Il y a 3 échelles en fait de réflexion. Et là, je pense, j'ai le point de vue du paysagiste, parce qu'à force de côtoyer les paysagistes, je suis un peu contaminé par leur façon de voir. Il y a évidemment le site lui-même, donc avec ici la très belle le plan là, de l'atlas de l'équipe de fouilles, donc l'espace qui est protégé, qui est propriété publique, où il y a néanmoins, je dirais, de la lisibilité améliorée. Les cheminements actuels ne respectent pas toujours les cheminements antiques. On se perd un petit peu quelquefois sur le site d'Apollonia, qui est absolument immense. Et puis, il y a également à soigner, je dirais, l'écrin paysager, l'émotion qu'on peut avoir sur ce site, sans laquelle on ne cherche pas à comprendre ce qui s'est passé. Il faut d'abord avoir une émotion. Suivante. Pour moi, c'est
c'est une échelle absolument essentielle, et je dirais que c'est l'échelle qui m'inquiète un petit peu, c'est l'échelle du territoire rapproché. Bon, déjà, la porte d'entrée du site aujourd'hui est le village de Poyane. Le village de Poyane n'a pas vraiment de grande qualité urbanistique, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Et puis vous avez aujourd'hui l'autoroute, qui je crois est ouverte, donc qui est une bénédiction d'un point de vue de l'accessibilité du territoire pour les touristes, mais qui est aussi un immense danger, hein, avec ces 2 entrées d'autoroute, là j'ai mis des flèches, qui peuvent risquer un développement, je dirais, de type périurbain qui banaliserait ce paysage, alors que la qualité de la plaine que l'on voit depuis la colline d'Apollonia est absolument essentielle. Je veux dire, ça fait vraiment partie de la valeur patrimoniale du site et de l'expérience du visiteur. Donc je dirais, point de vigilance pour moi, je dirais comme ça dans l'absolu, sans connaître les dispositifs que vous avez mis en place. J'ai mis le zonage archéologique, je ne sais pas s'il est encore d'actualité, hein. Il est peut-être un peu trop étriqué, hein, par rapport à cette nouvelle menace, hein. Je veux dire, quand on superpose les deux, ça ne va pas partout jusqu'à l'autoroute. Suivante. Et puis enfin, le grand territoire, alors juste un petit zoom avec quelques aspects, je dirais, de l'offre absolument extraordinaire que vous avez, à la fois patrimoine culturel, avec notamment le bijou qui est Bérat, mais également, comme vous l'avez dit, une offre de patrimoine naturel extrêmement variée et fantastique pour nous, parce que nous n'avons pas l'équivalent de ces paysages restés sauvages. Et on doit évidemment penser la mise en valeur d'Apollonia dans ce contexte large, de la côte jusqu'à l'arrière-pays, et notamment, je l'ai mis, de cultiver le lien entre Apollonia et le trait de côte, hein. Bon, la côte est maintenant à 8 km, et elle est un peu trop loin, donc il y a des choses, il y a des liaisons à créer. Suivante. Et donc, en 2 diapositives pour finir, voilà, spontanément, je dirais, avec notre culture, ce qu'on aurait envie d'engager à Apollonia aujourd'hui, si tant est que ce n'ait pas été fait, c'est, bon, à l'échelle rapprochée, de mettre en place une analyse paysagère, hein, de prendre un petit peu de hauteur pour orienter la mise en valeur du site lui-même, identifier les mesures de protection de l'écrin paysager pour éviter la banalisation, hein, de ce territoire périphérique, pour construire une vision partagée du projet de site avec les parties prenantes locales, comme je vous l'ai dit, ce qu'on était arrivé à faire à Bibracte, et puis aussi, je dirais, même à l'échelle de l'Albanie, de sensibiliser les acteurs, publics notamment, à l'approche paysagère. J'ai l'impression, voilà, des dialogues que j'ai pu avoir avec des collègues qui ont pied en Albanie, notamment avec Cleva en Albanie, que le métier d'architecte paysagiste est peu présent, hein, en Albanie, et c'est très complémentaire du métier de l'architecte, et voilà. Et je crois qu'il y aurait quelque chose à faire de ce point de vue-là. Et Apollonia pourrait être un atelier, en fait, pour montrer la vertu de ces approches. Dernière diapo, s'il vous plaît. Et puis à l'échelle large du grand territoire, donc c'est à cette échelle qu'il faut évidemment penser le développement touristique d'Apollonia, avec donc tout un tas d'acteurs qui sont concernés sur ce grand territoire public. Alors, j'avais mis entre parenthèses patrimoine, recherche, tourisme. J'ai oublié de mettre environnement, pardonnez-moi, parce que la ligne n'était pas assez longue. C'est tout à fait une évidence. Et puis également les usagers, parce que j'ai vu même il y a des conflits d'usage sur le site, hein, où il y a une multiplicité d'usages. Il y a une église orthodoxe, il y a un cimetière musulman, si je me souviens, il y a des commerçants avec un restaurant fabuleux, pour la mémoire que j'en ai. Tout ça, ça doit se coordonner le mieux possible. Et c'est jamais simple, et c'est jamais terminé. Voilà, on s'en arrête là et on répondrait volontiers à vos questions si on a le temps tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on se disait avec Dritan qu'il faut absolument que la prochaine fois que les députés albanais viennent en France, ils commencent leur visite par le Mont Beuvray. Pas seulement parce qu'on y mange du sanglier, mais parce que je pense qu'il y a un travail qui a été fait par vous qui est extrêmement inspirant. C'est pas un modèle, bien évidemment, mais il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes. Dans ce que vous avez présenté, il y a une donnée qui est fondamentale, c'est l'évolution de ce paysage avec les conséquences du réchauffement climatique. Vous avez montré la baie de Somme, la baie du Mont-Saint-Michel. Ce qui est très intéressant dans l'archéologie, c'est que ça nous permet d'appréhender ce que pourront être ces paysages en sachant ce qu'ils ont été par le passé. Et cette réflexion sur le long terme, sur 2000 ans d'histoire est absolument passionnante et tout à fait essentielle, parce que
on est obligé de se préparer à ce que seront ces paysages dans malheureusement très peu de temps. Pour reprendre aussi ce que vous disiez, alors Madame la Ministre, nous n'avons pas la chance en France d'avoir 22% du territoire métropolitain préservé comme le sont les territoires albanais. En revanche, on a une problématique qui est forte et que nous n'arrivons pas à traiter, c'est la façon dont un certain nombre de territoires sont en train de se vider complètement de leur population. Et dans le Mont Beuvray, mais aussi au sommet du Limousin, plateau de Millevaches, etc., où aujourd'hui la première espèce en danger, c'est le paysan. Mais s'il n'y a plus de paysans, il n'y a plus de paysage. Et ça, c'est un souci, et c'est quelque chose que nous, Français, on est dans l'incapacité aujourd'hui de traiter, mais quelque chose qui est quelque chose de tout à fait dramatique. S'il n'y a plus de paysans, il n'y a plus non plus de touristes. Voilà, je voulais en finir avec ces quelques remarques pour passer maintenant la parole aux deux archéologues authentiques qui vont nous permettre de rentrer dans le site, Chamir Chpouza et puis François Quentin, qui vont nous présenter un petit peu un bilan de là où ils en sont de leur travail sur le site. Vous avez la parole dans l'ordre que vous voulez. Merci. Nous allons nous succéder. Ce sera sans doute plus simple. Donc, nous allons essentiellement vous présenter les travaux de la mission archéologique albano-française d'Apollonia en Illyrie. J'aime bien cette expression d'Apollonia en Illyrie, parce que ça permet d'insister, on y reviendra, sur le deuxième mot. Vous avez peut-être aussi remarqué sur la page de garde du PowerPoint que nous avons situé le S du Sénat dans le Bouleuterion, c'est-à-dire le Sénat de la ville romaine. C'était un hommage de nos antiquités à tes modernités. Belissa Mouka, directrice albanaise de la mission, Saimir Chpouza, ici présent, l'ensemble de l'équipe Apollonia, témoin, remercions chaleureusement le Sénat, en la personne de Pierre Ouzoulia, président du groupe d'amitié France-Albanie, pour cette très belle initiative. Il faut se souvenir ici, cela a déjà été fait, de l'origine des travaux de Léon Rey à Apollonia. Sans l'aide du Justin Godard, député et sénateur, rien n'aurait été possible. Notre reconnaissance partagée par les directrices et les directeurs de nos deux pays, depuis la création de la mission archéologique d'Apollonia d'Illyrie, donc qui date de 1992, s'adresse aussi avec reconnaissance à nos deux États, représentés ici par Madame la ministre Mirella Kumbaro, Monsieur l'ambassadeur Dritan Tola et Monsieur le conseiller de coopération et d'action culturelle Pierre Reynaud. Quelques mots sur l'archéologie aujourd'hui. D'une manière générale, pourquoi, faisons-nous encore de l'archéologie ? Le slogan de l'INRAP est le suivant. Vous le connaissez, vous l'avez vu dans le métro, vous l'avez vu sur des affiches. Nous fouillons, c'est votre histoire. Nous pourrions être tentés de dire leur histoire, nous, Français en Albanie, alors qu'il s'agit plutôt, et Pierre l'a très bien dit tout à l'heure, de notre histoire. D'abord parce que la collaboration remonte à 1924 avec Léon Rey, à 1992 avec Pierre Cabane, et construit inlassablement une histoire scientifique commune. Mais aussi et surtout parce que nous explorons un passé méditerranéen partagé. Dans ce cadre, le soutien des écoles françaises d'Athènes et de Rome est bien entendu très précieux. L'archéologie doit jouer un rôle critique et pacificateur en direction de nos sociétés, sans séparer jamais les humanités de l'humanisme. Les communautés antiques, comme les nôtres, étaient traversées, Madame la ministre l'a très bien dit tout à l'heure, étaient traversées et constituées par la mobilité des personnes, des biens, des idées, et l'Albanie ancienne et médiévale est exemplaire de ce point de vue. Or, par une approche formelle, l'archéologie a, je crois, une capacité à dissoudre les fausses singularités. En archéologie, rien ne procède de l'invention pure et les circulations inspirent des réinventions et des requalifications. Les objets archéologiques et l'objet de l'archéologie sont bien traités scientifiquement à condition que l'articulation qu'ils illustrent entre le local et l'universel soit élucidée. L'archéologie qui procède par l'ouverture de fenêtres sur les archives du sol et par une réflexion typochronologique qui vise la définition des usages prend le risque aujourd'hui d'être considérée comme une juxtaposition d'opérations techniques et d'être privée du droit au discours continu qui seul est scientifique. Écrivons l'histoire humaine
ensemble. Documentons le récit que se firent les humains de leur histoire, mais ne laissons pas les idéologues de l'identité irréductible réinterpréter l'ensemble des données en segmentant la documentation archéologique. Un historien qui a été évoqué, bien sûr, depuis le début de cette séance par d'autres, dont les travaux furent fondamentaux pour notre ère géographique d'études et qu'il faut citer ici, illustre parfaitement cette résistance à la fragmentation du savoir et à l'exploitation des données anciennes au profit de discours essentialisés. Pierre Cabane, l'a rappelé Pierre Ouzoulia tout à l'heure, mort en juin 2023, fut en effet un historien attaché aux valeurs communautaires et républicaines. Travaillant sur une vaste région multiethnique qui partage pourtant une culture et un genre de vie commun, Pierre Cabane répond à la question de la différence entre la cité et l'ethnos par une réflexion sur les échelles géographiques et historiques qui fournissent une clé de lecture de l'ensemble de l'histoire ancienne méditerranéenne et qui fait de l'ethnos un monde opposé à toute fermeture, à toute clôture, ce sont ses propres mots. L'œuvre de Pierre Cabane fut en effet animée par la volonté de démystifier l'Antiquité et de montrer la puissance critique du travail historien. Par un certain dépouillement théorique qui l'a conduit à éditer et commenter des milliers d'inscriptions antiques, c'est quelqu'un qui préfère la réalité sans doute et qui doute beaucoup des vérités alternatives, par le refus du jargon qui nous rend inaudibles et d'un certain surplomb académique qui occulte souvent la noblesse de nos missions. Pour les années qui viennent, quelques réflexions aussi prospectives, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, je suis membre de la mission depuis sa fondation, mais je prends la direction de la mission depuis cette année seulement, en succédant à mon camarade Stéphane Verger. Pour les années qui viennent, nous proposons un rapprochement à la fois avec le ministère albanais de l'économie, de la culture et de l'innovation, avec le ministère du tourisme et de l'environnement, d'une part, et je souhaiterais évidemment que nous puissions en reparler, avec le département de l'archéologie et du patrimoine culturel de l'Université de Tirana, d'autre part. D'un point de vue scientifique, Apollonia est incontestablement une colonie grecque, mais aussi une puissante ville d'Illyrie, non pas seulement à l'époque hellénistique, mais dès l'origine. Inscrite dans un vaste paysage régional marqué par la culture illyrienne et d'autres hellénismes que ceux des deux cités fondatrices, Corinthe et Corcyre. Le caractère international de nos études n'est donc pas seulement une projection moderne et bonhomme, car elle a une réalité ancienne. C'est-à-dire que ce que je veux dire peut-être plus précisément ici, c'est qu'on n'a pas une sorte de succession avec une phase grecque initiale dans un contexte linéaire. On a quelque chose qui est international depuis le départ. Pas forcément fraternel d'ailleurs, mais international. Nous souhaitons aussi valoriser scientifiquement la période romaine, sur laquelle nous possédons d'ores et déjà de nombreuses données, mais dont la dynamique urbaine n'est pas encore bien comprise. Après plusieurs campagnes de prospection géophysique particulièrement réussies, il s'agit aussi de reprendre la fouille à la lumière de ces images du déploiement urbanistique de la ville et de travailler dans le sens de la valorisation des monuments en collaboration avec le parc archéologique d'Apollonia et l'Institut du patrimoine, parc archéologique d'Apollonia que j'ai cité tout à l'heure et avec qui nous avons déjà de manière très intense travaillé cette année. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Parmi les programmes récurrents de la mission figurent au premier chef nos travaux sur l'urbanisme de la ville, coordonnés par l'architecte de la mission, Philippe Lénart, ici présent. Le plan levé par Camillo Prašniker, que vous avez à gauche de la diapositive, qui a été publié en 1922, est d'excellente qualité, comme vous le voyez, et il fut utilisé jusqu'à la publication de l'Atlas archéologique et historique d'Apollonia en 2007. Cet atlas est, en ce qui concerne l'urbanisme, le résultat d'une prospection pédestre intensive qui a permis de révéler un réseau urbain inconnu jusqu'alors dans la ville haute, entre les deux acropoles, de proposer une première restitution de l'ensemble du plan régulateur et de donner réalité à la ville, qui jusqu'alors était une sorte de campagne isolant des secteurs de fouilles. Et si j'ai bien compris, Monsieur Guichard, il faut que cela reste aussi une campagne
du moins que l'archéologie n'envahisse peut-être pas tout. Ça fait partie des choix. C'est vrai que les choix de fouilles peuvent aussi tenir compte, me semble-t-il, de données environnementales. Et ça serait fort intéressant d'expérimenter ça à Apollonia. Fouilles, celle de Léon Rey et de l'Institut d'archéologie albanais à la fin des années 1940, à partir de la fin des années 40. Ces restitutions ont été ajustées grâce à de nombreuses prospections géophysiques réalisées par la société GeoCarta. Donc cette diapositive vous montre un petit peu l'ampleur du travail réalisé, modestement, parce que, évidemment, on a beaucoup progressé et fait apparaître, en fait, l'archéologie dans ce site qui était essentiellement un paysage. Elles permettent maintenant de réfléchir, comme sur cette belle image dessinée et pensée par Philippe Lénart, de réfléchir à l'échelle du quartier et de l'îlot. Nous réaliserons bien entendu pendant le prochain quadriennal des sondages de vérification des données. Je n'ai pas le temps évidemment de rentrer dans les détails, mais nous avons un certain nombre de caractéristiques qui sont singulières de l'urbanisme orthogonal d'Apollonia et que nous devons absolument vérifier. La publication du grand collecteur du secteur G, par exemple tout près du monastère, important pour le matériel qu'il contenait et le commentaire qu'il autorise sur l'urbanisme d'Apollonia, est en cours de rédaction par Jean-Luc Lambolet et Altin Skenderay et interviendra au début du prochain quadriennal. Ce site est à l'intérieur d'Apollonia très important aussi pour la chronologie de la céramique romaine, d'époque romaine, qui vient d'être publiée par Marie-Hélène Barrière. Autre diapositive, s'il vous plaît. Dans la ville haute, entre les deux acropoles, s'est développée la première ville sans doute d'Apollonia. Vous avez au fond, à droite de l'image, l'acropole, l'arx des sources latines, l'acropole défensive militaire de la ville. Prochaine diapositive. Et des prospections géophysiques. C'est le même secteur, bien sûr, qui est là représenté en plan. Des prospections géophysiques suivies de sondages topographiques dont vous voyez les extensions. Je sais que l'image est complexe, mais il fallait qu'elle soit synthétique. Ont révélé la présence, comme vous le voyez, d'une immense place avec un portique. Il vaut peut-être mieux regarder l'image de droite qui est une interprétation, un grand portique qui s'installe sur des quartiers qui sont très très anciens et d'une orientation qui est différente de celle de la ville basse. Autre diapositive. Alors, nous lançons le SIGE, le système d'information, pardon, pas le service, le système d'information géographique d'Apollonia. Alors, c'est un projet ancien qui avait été commencé par un certain nombre de membres de l'équipe. On avait un petit peu tâtonné. On a décidé, Bélissa Mouka et moi, d'organiser les choses d'une manière un petit peu plus rationnelle dès cette année, en commandant en particulier une image, une orthophotographie de l'ensemble du site faite par des géomètres de l'Université de Tirana. Et sur cette base-là, nous allons pouvoir construire une base de données qui sera très très informée par les données les plus anciennes qui proviennent de l'Atlas, toutes celles qui ont été collectées depuis la publication de l'Atlas. Autre diapositive. Alors, il ne faut pas oublier non seulement les chantiers, mais aussi l'étude du matériel. En haut à gauche, vous avez un des chantiers actuels, en haut à gauche et en haut à droite, qui est la porte Est, dénommée Porte d'Orient, de manière très poétique et aussi très historique et archéologique par Stéphane Verger, puisque c'est probablement là que commençait la Via Egnatia, qui filait vers Thessalonique à travers les Balkans. Il y avait deux départs du côté albanais, c'était Dyrrhachion et Apollonia. Et là, nous avons sans doute cette porte qui donne sur la Via Egnatia. Nous sommes en train, c'est ce que nous avons fait en août dernier, Pierre l'avait vu, de nettoyer cette porte à couloir de ces effondrements successifs tout en les fouillant, c'est-à-dire qu'on essaye de faire ça de manière la plus rationnelle possible et puis la plus scientifique possible et dans la perspective aussi de restituer cette grande porte.
J'évoque par quelques diapositives sur la droite les différents types de mobilier que nous étudions, avec au centre deux belles inscriptions que je ne vous traduirai pas, que je ne vous lirai pas parce qu'on n'a pas le temps, mais qui sont toutes les deux, là, pour le coup, d'époque impériale. Et vous avez en bas une très belle inscription de l'époque d'Antonin le Pieux, qui évoque son père adoptif Adrien à la deuxième ligne. En haut à droite, des figurines en terre cuite qui sont étudiées par Bélis Amouka. Et en bas à droite, en haut à droite et en bas à droite, des fragments d'architecture, après un effort de remontage, comme vous le voyez, qui est tout à fait important. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, sur le centre monumental, une reprise des activités dans le centre monumental, dont va nous parler en partie Saïmir Chpouza tout de suite, sera fondamentale pour comprendre la ville à l'époque romaine. Nous envisageons donc de réouvrir ce dossier dans le prochain quadriennal. Il s'agit aussi d'un secteur fouillé par Léon Rey. Donc c'est une manière de retrouver un dossier Léon Rey. Saïmir en parlera tout à l'heure aussi, pour lequel, bien sûr, grâce à l'amabilité de son fils Jean-Gabriel, que je remercie là beaucoup, nous disposons de ces archives et d'un accès facilité à ces archives. Il s'agit de comprendre une articulation topographique importante, là, dans le centre monumental, entre la ville haute et la ville basse, d'étudier les monuments hellénistiques intégrés, comme le portique à niche que vous voyez, intégré à ce petit forum provincial, et d'établir la chronologie relative de toute cette zone. Après les travaux de Léon Rey et de l'Institut d'archéologie de Tirana, les fouilles et les études de mobilier de la mission, les travaux albano-allemands, les prospections sur le territoire et les fouilles albano-américaines dans le sanctuaire de Boniaquette, il est possible aujourd'hui de viser non seulement une archéologie générale de la ville, qui est bien sûr notre objectif premier, mais aussi une histoire archéologique d'Apollonia Liliri et de sa région. Apollonia romaine est moins étudiée que la ville grecque, alors que la documentation est importante. Nous interviendrons ainsi à la fois au centre de la ville, que vous avez sur cette diapositive, et dans un quartier excentré et proche du rempart, dans le cadre du programme sur Apollonia à l'époque romaine, comme va nous le montrer Saïmir Chpouza, puisque nous avons commencé cette année. Bonjour. Bonjour. Je vais entrer un peu plus en détail sur un des bâtiments sur lesquels on s'est occupé en 2024. Il s'agit des thermes d'Apollonia, qui ont été en effet fouillés par Léon Rey en 1938, qui constitue aussi la dernière campagne de fouilles en Albanie de l'archéologue. Ensuite, l'occupation italienne ainsi que l'État albanais qui s'est constitué après la guerre ne lui ont pas permis de donner suite à sa recherche. Cette dernière campagne de 2 mois à Apollonia n'était pas exclusivement dédiée aux thermes, mais aussi à la poursuite des travaux dans le centre monumental, dans la rue de l'Odéon notamment, à la périphérie du monument des Agonothètes. Léon Rey fit aussi restaurer le mur de l'acropole. Il mena également quelques travaux dans la nécropole de Kriagiata, à l'est de la cité, et dans les environs du village de Poiani. La découverte du bâtiment des thermes n'intervient en réalité qu'au milieu du chantier à la fin du mois d'août et occupe à l'archéologue tout le mois de septembre. La fouille de 1938 correspond à l'année de la découverte des thermes, mais également à la seule année de fouille de l'édifice. Depuis, ce secteur est resté à l'écart des recherches qui se sont poursuivies à Apollonia. Durant la deuxième moitié du XXe siècle, cette partie de la ville était un terrain cultivé par les fermes d'État, planté surtout de coton. Après la chute du régime et l'ouverture du pays, la position périphérique par rapport au monument public du centre monumental et l'éloignement du parcours touristique du site expliquent la négligence envers ces vestiges, qui sont parmi les mieux préservés des monuments romains de la ville. Aucune opération archéologique donc n'a eu lieu sur ce site. Suivant. C'est l'exploitation scientifique des archives de Léon Rey qui a ouvert la voie à l'étude à une nouvelle exploration archéologique du bâtiment par la mission albano-française. Ces archives nous sont parvenues sous 3 formes. Un journal de mission, qui comprend 23 pages d'un petit carnet et contient des notes sur les travaux et les découvertes de chaque jour sur l'ensemble du site, du 10 août au 22 septembre 1938. À ce journal sont associés 2 inventaires des antiquités, qui correspondent à des listes avec un numéro de catalogue, une description, des mesures et des croquis pour chaque objet découvert. Ces documents sont accompagnés d'une série de photographies qui montrent les différentes étapes de la fouille et les objets les plus importants. Léon Rey nous a également transmis un plan schématique de toutes les structures qu'il a pu dégager.
Suivant. Nos opérations de terrain, en août 2024, ont visé un nettoyage général du secteur et des structures visibles afin de réaliser de nouveaux relevés topographiques de vestiges que vous voyez ici. Cette opération nous a amené à identifier une nouvelle structure qui n'apparaissent pas sur le plan de l'INRE. Une étude détaillée du bâti nous a permis d'identifier les différentes techniques de construction et on a pu effectuer un phasage de différentes structures. En vue de la bonne conservation en hauteur de certaines structures de cet édifice, nous avons réalisé des photogrammétries de façade, des murs et une orthophotographie de tout le secteur. Ces opérations nous ont amené également à comprendre plusieurs transformations importantes d'ordre architectural et fonctionnel. Pour l'instant, en l'absence de toute donnée stratigraphique, le phasage que nous proposons ne repose que sur la chronologie relative du bâti et les techniques de construction. 4 phases importantes de transformation ont pu être établies. Suivant. Une probable première phase hellénistique, constituée de ce stylobate en calcaire, qui, comme le montrent les traces de mise en place de fûts, portait à l'origine des colonnes hexagonales à pans coupés, similaires à celles du portique aux 17 niches dans le centre monumental. Le stylobate fut ensuite intégré au bâtiment romain comme seuil. Suivant. Une première phase romaine, qui est aussi la phase principale et la plus monumentale. Elle est liée à la construction d'un grand hall et de 3 pièces équipées d'hypocaustes. Ce sont ces pièces qui ont donné le nom au site, baptisé par Léon les thermes d'Apollonia. L'ensemble de ces structures est construite avec des murs puissants en opus mixtum. Cette première phase semble avoir aussi été la plus luxueuse. Les informations fournies par Léon ainsi que nos observations sur place confirment l'utilisation à grande échelle de plaques de marbre pour le pavage du sol et plaquage des murs. Les échantillons recueillis confirment l'utilisation de 4 types: le marbre vert du Péloponnèse, de Paros, le marbre de Thasienne et aussi de provenance d'Asie mineure. Suivant. Il paraît que dans un deuxième temps a eu lieu un réaménagement de l'espace thermal, en reconfigurant certains espaces et l'édifice d'origine, en lui ajoutant de nouveaux. Toutes ces interventions, qui concernent le grand hall et son annexe, sont peut-être liées à l'augmentation du nombre de pièces chauffées. À cette phase appartient également l'ajout d'une pièce semi-circulaire qui ne figure pas sur le plan de l'INRE. Suivant. La dernière phase, qu'on a pu reconnaître, atteste un agrandissement de l'édifice par la construction de plusieurs nouvelles pièces, qui viennent s'ajouter au complexe thermal. Leur construction en phase postérieure est établie par le fait qu'ils s'appuient contre l'édifice d'origine et par leurs différentes techniques de construction en opus incertum. Ce qui semble évident pour le moment est que dans cette phase ultérieure, l'édifice évolue et s'agrandit, et que peut-être son rôle cesse d'être uniquement thermal et devient également résidentiel. Il est impossible à l'heure actuelle de fournir une chronologie fiable pour ces différentes phases de construction. Toutefois, les techniques de construction et le matériel recueilli en surface indiquent une occupation du complexe entre le 2e et 4e siècle après Jésus-Christ. Suivant. Les prospections géophysiques réalisées dans les années 2020 autour du secteur des thermes fournissent une série d'anomalies très importantes. D'un côté, ces résultats complètent le plan de l'édifice et de l'autre témoignent de l'existence à proximité d'un grand quartier, probablement de la période impériale romaine. La plus grande nouveauté au sujet de l'urbanisme, un des sujets privilégiés de la mission, comme François vient de le dire, est que la construction de thermes ne respecte pas le réseau urbain de la ville basse, organisé en îlots rectangulaires de dimension régulière. Reste à vérifier si cela est le résultat de développement postérieur, qui voit l'empiètement d'édifices sur la voie publique, ou bien si le quartier de la période impériale, où s'intègrent ces thermes, est organisé dès l'origine selon une trame urbaine différente. Outre ces objectifs scientifiques, qui seront abordés dans le prochain quadriennal de la mission, les recherches sur les termes romains vont également dans le sens de la valorisation des monuments en collaboration avec le parc archéologique d'Apollonia. En cohérence avec les travaux récents d'aménagement qui prévoient un nouvel accès au site tout près des termes, ce complexe fera non seulement partie du nouveau parcours touristique, mais il sera également le premier monument du site à être visité. Merci.
Merci pour cette présentation. J'ai été très intéressé par ce que vous dites entre l'interaction d'une culture proprement illyrienne et le reste du monde hellénistique et de l'Empire romain, qui montre bien qu'il faut toujours travailler sur plusieurs échelles et que ce qu'on conçoit comme spécifique à une certaine échelle ne l'est plus du tout, ou moins à une autre échelle. Et moi, j'ai toujours été passionné par la spécificité de votre langue, sa prononciation particulière à laquelle j'ai toujours un peu de mal à m'habituer. Moi qui suis plutôt familier de l'italien de l'autre côté de l'Adriatique, et on se dit que là, il y a quand même quelque chose d'une spécificité qui reste, mais dans un ensemble qui est profondément européen. Et j'en viens à une demande du gouvernement albanais que je connais bien, qui est l'intégration à l'Union européenne. Je vous la souhaite. Je vous la souhaite sincèrement, dans un ensemble qui pourrait être renouvelé, qui permettrait justement de laisser à chaque pays sa singularité, son destin propre. Alors c'est peut-être une utopie d'une république universelle, mais le spécialiste de l'Empire romain que je suis se laisse à dire que si on a réussi à faire que Gaulois et Latins puissent cohabiter, on devrait pouvoir s'entendre sur les Français et les Albanais. Vous voulez ajouter quelque chose ? Juste une petite chose, c'est vrai que c'est une question de réflexe aussi professionnel. On a tendance à phaser les choses. C'est-à-dire que dans l'histoire d'Apollonia, par exemple, et c'est un écran de fumée véritablement, on estime qu'à l'époque archaïque de la fondation, on est face à des choses grecques. Non, on n'est pas là face à des choses grecques. Si on ouvre la fenêtre, si on ouvre les fenêtres, on s'aperçoit qu'on est dans un paysage qui est bien sûr un paysage culturel, linguistique, cultuel probablement illyrien, et que l'hellénisation est quelque chose qui est, en revanche, il faut l'admettre, donné d'emblée, dès l'origine de la cité elle-même, et que ce n'est pas à l'époque hellénistique seulement, quand on voit apparaître de l'onomastique illyrienne, par exemple, qu'on a une société mixte qui naît. Non, d'emblée, les contacts existent. Il n'y a pas une phase grecque, puis une phase d'illyrianisation, ce qui est stupide, c'est le contraire qui se passe en réalité. Bon. Bref, c'est aussi pour répondre aujourd'hui aux instrumentalisations de ces débats que je voulais dire ça. Merci. On a bien compris le message, et je crois que ça serait aux historiens et aux archéologues de parler d'identité, parce que nous savons ce que c'est. Les identités, c'est des choses qui sont en construction permanente. Je vais laisser la parole à l'assistance, si vous avez des questions, des réactions à proposer sur les communications qui viennent de se dérouler. Je vous en prie. Voilà, bonsoir, bon après-midi plutôt. Alain Mahusier, j'ai eu la chance de connaître l'Albanie en 1964. J'avais 14 ans à l'époque. On n'était pas maoïste, non. Il n'y avait que les maoïstes qui visitaient l'Albanie, sauf la famille Mahusier qui a pénétré ce pays avec 3 voitures, 11 personnes pendant 2 mois pour réaliser un film qui a eu plus de 100 000 spectateurs, qui était un des 4 films réalisés par des étrangers sur l'Albanie entre 1944 et 1992. Donc ce film dont je dispose actuellement près de 4 heures de rush sur l'Albanie est un film ethnologique et non pas politique, qui montre la réalité de ce pays en 1964, c'est-à-dire entre Léon Rey, dont j'ai la chance d'être le voisin de son fils, et entre Pierre Cabane, qui était mon directeur de thèse pour ma thèse de doctorat d'archéologie de la Sorbonne, Paris 1 à l'époque, sur Apollonia d'Illyrie, avec Roland Martin et André Laronde. Donc Pierre Cabane, je l'ai connu avant même qu'il soit le directeur de la mission scientifique qui a repris celle de Léon Rey. Et la question que je voulais poser, mais elle s'est déjà résolue, c'était de demander à Louane Rama, mais que sont devenus ces enfants de Léon Rey. Alors j'ai la chance d'être à côté du fils et du petit-fils, donc je suis comblé. Voilà. Et je voulais, donc pour terminer, dire que je possède un patrimoine cinématographique, photographique et culturel qui a même été traduit en albanais
par mon grand ami Neritan Čeka, qui était l'archéologue qui m'a fait visiter Apollonia en 1964 et qui a décidé de mon avenir, puisque c'est en visitant cette ville que j'ai eu cette vocation pour l'archéologie, et c'est en visitant l'Albanie que j'ai eu cette bessa, cette parole, ce serment donné de respecter l'amitié indéfectible dont on a beaucoup parlé entre le peuple français et le peuple albanais, et que j'espère qu'il va se continuer encore très longtemps grâce à vous et à vos initiatives, messieurs et dames. Voilà. Hasan Čeka, que j'ai connu aussi, et avec lequel j'ai correspondu en allemand à l'époque. Je vous en prie, je vous en prie. Il marche. Il marche, oui. Oui, ça marche. Oui, je voulais dire, monsieur le sénateur, madame la ministre, ici, nous ne serions peut-être pas ici, et je voudrais évoquer à ce sujet la mémoire de Justin Godard, votre illustre prédécesseur ici même. Le sénateur Justin Godard a été vraiment l'initiateur des relations franco-albanaises. Il a œuvré pendant des années dans une mission qui consistait, après la Grande Guerre, à certifier les frontières albanaises. Et sans lui, je pense que nous ne serions pas là. Parce qu'il y a un siècle exactement, à peu près un siècle, un peu plus d'un siècle, en 1923, avec le chargé d'affaires de l'époque qui était Béguin de Bilcock, il a entrepris avec Léon Rey une très longue négociation qui était la négociation de la convention, de la première convention entre le gouvernement albanais et la France. Et cette convention, elle était non seulement archéologique, mais elle touchait tous les domaines de l'industrie et du commerce. Cette convention, il y a eu pendant 7 mois, de négociations, et même le président Raymond Poincaré, qui était à l'époque président du Conseil, Raymond Poincaré, a pris part à cette négociation. Mais c'est surtout Justin Godard et mon père qui ont œuvré pour... Et cette convention n'a pas été facile parce qu'elle était présentée par le gouvernement français sur le modèle de l'Afghanistan, puisque nous avions à l'époque des fouilles. On avait commencé aussi une mission en Afghanistan et en Syrie. Je crois qu'elle s'est inspirée. Et puis finalement, le Premier ministre albanais était Zog à l'époque. Il a fallu que ça soit accepté par le Parlement. Ça a été difficile et ça a été une convention qui a satisfait finalement tout le monde, mais qui a été vraiment difficile à mettre au point. Voilà, alors je voulais évoquer Justin Godard, parce que nous sommes ici dans un lieu absolument prestigieux, et le fameux... Et on l'appelait le sénateur du Rhône, parce que Justin Godard était très attaché à sa ville de Lyon, et à l'époque, on l'appelait le sénateur du Rhône. Mais voilà, ça a été un des grands amis de l'Albanie. Il s'est battu toujours pour l'Albanie, et je pense qu'on peut pas... C'est un peu grâce à lui que nous sommes ici réunis. Merci beaucoup pour votre témoignage. Ici, on dit qu'un sénateur, c'est un député qui a bien réussi. Donc, Justin Godard est un exemple absolu de ça. Ce que nous pourrions faire, d'ailleurs, c'est sur le site Internet du Sénat, sur la page qui est consacrée au groupe d'amitié, c'est proposer une petite biographie
de Justin Godard, de ce qu'il a fait, ce qui permettrait à certains de mes collègues ici de comprendre quelle pouvait être jadis l'implication extrêmement forte des sénateurs dans la diplomatie parlementaire. Alors, c'est des choses qu'on fait encore, peut-être pas au même niveau. Je ne me suis pas occupé du bornage. Je travaille beaucoup avec l'Arménie, mais je ne me suis pas occupé du bornage qui est un peu compliqué là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vous en prie. Pour la petite histoire, Justin Godard a, je crois, le privilège unique en France d'avoir sa marionnette dans le théâtre de Guignol. Et il jouait le rôle du redresseur de tort, celui qui arrangeait les choses lorsque Guignol et Niafron faisaient des bêtises confrontés aux gendarmes. Je crois que ça valait peut-être la peine de l'évoquer. Je comprends qu'en plus de la page de Justin Godard sur le site du Sénat, il faudrait la marionnette de Justin Godard au Guignol du Luxembourg. Voilà, alors je ne sais pas du tout quelle figurine mes collègues me donneraient aujourd'hui, hein, celle du gendarme ou du brigand, je me prononcerai pas. Est-ce qu'il y a d'autres observations, d'autres remarques? Non. Monsieur l'ambassadeur, vous nous présentez la suite et notamment ce film de Frédéric Mitterrand, le neveu de celui dont on a déjà parlé. Oui.